Une mort subite a frappé M. Alexandre Varenne. C'était une des personnalités les plus en vue de l'Assemblée nationale. La mort de Varenne a fait beaucoup de peine à la plupart des parlementaires. Je voudrais demander au président du Parlement français de nous dire quelques mots de celui dont on peut bien dire qu'il fut un parlementaire 100%. Mais écoutez, j'ai dit hier à la Chambre le deuil que nous causait cette mort. Alexandre Varenne est né à Clermont-Ferrand en 1870, au cœur de la vieille ville auvergnate, dans un milieu de petits commerçants. Ses parents tenaient donc un commerce dans cette rue au pied de la cathédrale. Il se fit des études à Clermont, donc au lycée Blaise Pascal, où il connut les cours du jeune professeur de philosophie qui était Henri Bergson. Puis, ayant passé son baccalauréat, il s'éloigna pour un temps de la métropole auvergnate pour faire ses études de droit à Paris. Pour gagner sa vie, il devient journaliste à La Lanterne. Varenne propose également ses services au journal socialiste L'Humanité, dont le directeur est Jean Jaurès. Ce passage à Paris bouleversa son destin. Il rencontre les milieux socialistes, nous sommes au cœur de l'affaire Dreyfus, ce qui lui permet de rencontrer un certain nombre de leaders du tout nouveau mouvement ouvrier. Et l'affaire Dreyfus a joué un rôle crucial dans le ralliement de jeunes militants, deux hommes comme Alexandre Varenne ou le futur député de Thiers, Joseph Claussat, se rallient au socialisme. Varenne se présente pour la première fois en 1902 aux élections législatives du canton de Riom-Est, où il est battu. Avec ses maigres économies, il crée en 1904 le premier hebdomadaire socialiste en Auvergne qui remporte tout de suite un grand succès. Varenne se présente pour la deuxième fois aux élections législatives. Au second tour, il recueille 64,2% des suffrages. Il prend rapidement la direction de la SFIO du Puy-de-Dôme. Jaurès est venu en Auvergne pour saluer la victoire d'Alexandre Varenne. Alexandre Varenne est le premier député socialiste élu dans le Puy-de-Dôme. Avec Jaurès, Varenne prône le socialisme qui croit à la démocratie. Alexandre Varenne est d'abord un jaurésiste. On m'avait tellement parlé de Jaurès que je faisais une confusion entre les deux. Quand j'étais en conversation avec Varenne, j'avais l'impression que je passais par-dessus les temps et que je me retrouvais avec Jaurès. C'était sans doute à cause de la profondeur de sa pensée. Le jour où Jaurès devait être assassiné, Alexandre Varenne avait mis la dernière main à ce qui allait être le dernier numéro de l'Ami du Peuple avant l'éclatement de la guerre. Il part de l'épreuve suprême. Dans ces lignes, il semble qu'il ait considéré que Jaurès aurait approuvé la ligne à laquelle Varenne, à partir du moment où la guerre a éclaté, va se rallier toujours, la nécessité de défendre la patrie en danger, et donc l'acceptation de ce que Raymond Poincaré allait appeler l'Union sacrée. Les socialistes rentrent au gouvernement qui vient de se replier à Bordeaux. René Viviani est président du Conseil, où se retrouvent Jules Guesde, Albert Thomas et Marcel Samba. Alexandre Varenne est responsable de la censure. L'ennemi apparaît sous des traits atroces. On proclame des victoires qui n'existent pas. La censure sévit. S'il accepte des fonctions de responsabilité pendant la Grande Guerre, si même on songe à lui comme ministre dans certains cabinets, c'est qu'il assume totalement l'union sacrée, l'entente avec les autres partis, ou du moins la plupart des autres partis, dans le cadre de la guerre. Arrivant la victoire de 1918, il reprend ce rêve de créer non plus un simple hebdomadaire, ce qui était l'Ami du Peuple, mais de créer un véritable journal quotidien. Il s'est établi des contacts entre les socialistes du Puy-de-Dôme et ceux de l'Allier. Ce sont ceux de l'Allier qui ont eu envie, les premiers, de créer un organe de presse qui soit l'expression du socialisme dans la région centre. Et donc ils se sont tournés vers Varenne et ils se sont dit, on pourrait conjuguer nos efforts et essayer de lancer un journal à Clermont-Ferrand qui couvrirait à la fois et le Puy-de-Dôme et l'Allier. Il fait de la montagne le quotidien régional des gauches. Il veut qu'il soit un unificateur des gauches auvergnates. On retrouve donc dans la création de la montagne la pratique de l'union des gauches qu'il avait toujours défendue. En 1919 et en 1920, Varenne reste dans la SFIO maintenue autour de Léon Blum.
la SFIO de Léon Blum se veut toujours révolutionnaire. Elle refuse le modèle bolchevique, mais elle se veut toujours révolutionnaire. Ce qui fait que, entre 1920 et 1925, Alexandre Varenne se retrouve toujours à la SFIO, mais dans une situation un peu ambiguë, à savoir qu'il se retrouve toujours dans l'aile modérée, dans l'aile réformiste, celle qui est tentée par l'accès au pouvoir, ou du moins la participation au pouvoir. Et il promeut en 1924 le système du cartel des gauches, c'est-à-dire de l'entente avec les radicaux. Simplement, l'expérience du cartel des gauches tourne assez vite mal. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre le tournant que va prendre la carrière d'Alexandre Varenne. En effet, après le cabinet Herriot, vous avez une cascade de gouvernements. Un de ces premiers gouvernements va être celui de Paul Painlevé, un républicain, disons, de la gauche ou du centre-gauche, une grande personnalité. Varenne est pressenti par Painlevé pour prendre la tête du gouvernement général de l'Indochine. Et donc Varenne décide de passer, si je peux dire, à l'acte en acceptant de prendre une fonction importante. Pourquoi Alexandre Varenne va accepter ? Car il sait très bien qu'en acceptant ce poste, il va se mettre au banc de la SFIO. En effet, à peine aura-t-il accepté cette fonction qu'il sera exclu de la SFIO. Alexandre Varenne, qui commence à avoir tout de même un certain âge, 55 ans, peut se dire qu'au fond, il est peut-être temps pour lui, quitte à prendre ses distances, voire à rompre avec son parti, d'assumer cette ligne tactique qui a toujours été la sienne. Une autre raison qui a pu jouer dans la décision d'Alexandre Varenne, c'est que le poste de gouverneur général de l'Indochine, même si à l'époque il y avait déjà des difficultés dans cette partie très originale de l'Empire français, le poste de gouverneur général était un des plus prestigieux, puisque celui-ci se trouvait à la tête d'une colonie et de 4 protectorats. L'Indochine était le fleuron de l'Empire. Il y a un réel risque sur l'Indochine et donc Varenne est envoyé en tant qu'homme de gauche pour protéger l'Indochine et puis remettre un peu de l'ordre et de l'harmonie dans les consciences et essayer de regagner à la France une partie de l'opinion publique indochinoise naissante qui est en train de regarder beaucoup plus du côté de la révolution chinoise que du côté des bienfaits de la puissance coloniale. Varenne dira lui-même plus tard, l'Indochine est comme une boutique, une bijouterie de luxe dans un quartier malfamé. Et le fait d'envoyer Varenne, qui est quand même le vice-président de la Chambre en 1924, et qui est un parlementaire quand même assez réputé, et réputé socialiste, le fait de l'envoyer en Indochine, qui est la colonie la plus éloignée, donc la plus menacée, peut procéder justement d'une volonté de désamorcer les crises et de garder l'Indochine à la France face à une effervescence générale en Asie. Varenne est attendu. Il est attendu quand il débarque. Les grands bourgeois de Cochinchine ont organisé la rédaction d'un cahier de vœux qui reprenait les principales revendications des leaders constitutionnalistes. Toute la population vietnamienne a suivi le voyage du nouveau gouverneur général. Lors de son entrée à Hanoï, alors les deux côtés de la rue, il y a une foule immense. Et parmi cette foule, il y a des vieillards. Ils s'agenouillent. Alors Alexandre Varenne, il ouvre sa voiture. Alors il descend, il s'approche de ces deux vieillards. Alors il reçoit le cahier de vœux du peuple vietnamien. Alors après, il monte sur la voiture et la voiture roule vers le palais du gouverneur général. Cahier de vœux modéré, qui étaient quand même des vœux faisant preuve d'une certaine fermeté, d'une vraie pertinence dans le contexte de l'époque. Établissez la liberté de la presse, la démocratie, donnez-nous une part au gouvernement, qui sera la manière de décoloniser progressivement au profit de la nouvelle classe dirigeante vietnamienne, les 3 pays vietnamiens. Varenne arrive en pleine montée de l'agitation du radicalisme proto-révolutionnaire
vietnamien. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on envoie un homme de gauche gouverner l'Indochine. Quand Varenne arrive, la sûreté vient d'arrêter la grande figure du nationalisme vietnamien à Shanghai, Phan Boi Thio. Et quand il arrive, il trouve Phan Boi Thio en prison. Il est jugé, il est condamné à mort en 1925, au mois de novembre. Ça soulève une vague de protestations dans toutes les villes d'Indochine. Première vague d'agitation. Varenne y coupe court, à la Noël 1925, il gracie Phan Boi Thio. C'est l'une de ses premières décisions, soulevant l'espérance d'une réforme ou d'un ensemble de réformes politiques qui ouvrirait un débouché aux moins impatients, et en tout cas aux moins impatients des nationalistes vietnamiens. Il semble qu'il y ait une voie avec l'arrivée de Varenne qui s'ouvre, une voie historique. À l'époque de Varenne, c'est l'interrègne. C'est d'autant plus l'interrègne que l'empereur qui est mort en 1925, Hai Dinh, sous son lit de mort, a accepté de signer ce texte par lequel l'empereur acceptait d'être dépossédé de son pouvoir politique et administratif. La cour de voyer vacante est représentée par un conseil des ministres. Le protectorat d'Annam est aux mains de mandarins sans grande consistance. On ne peut pas dire que ce ne soient pas des patriotes à leur manière, mais ils se sentent privés d'avenir, sans moyens, face à la puissance du pouvoir colonial, dont il faut imaginer quand même la toute-puissance. Alexandre Varenne, avec sa suite, se rend de Hanoï, envoyé pour assister aux funérailles de Hai Dinh et assister à l'intronisation du nouveau roi Sai Bảo Đại pour présider ces deux grandes fêtes. Le premier mandat va durer à peu près une année, de novembre 25 à octobre 26, va être un mandat assez politique. Un mandat dans lequel il va définir les grandes bases de tout son gouvernement général. Le discours du Conseil du gouvernement de décembre 1925, dans lequel il réaffirme la nécessité pour l'Indochine d'aller à l'indépendance. Bien évidemment, ce type de discours déclenche un certain tollé au sein du colonnat et des services civils. Dès le mois de mai 1926, Varenne commence à ouvrir les portes à l'administration indochinoise, mais aussi à mettre sur pied un système de crédit agricole populaire, mais aussi à mettre sur pied une première réflexion de réforme des concessions. Là, à ce moment-là, il va y avoir un deuxième type d'attaque, des attaques de type politique. Le deuxième mandat de Varenne va être un mandat beaucoup plus édulcoré au niveau politique, va être un mandat durant lequel il va des fois remettre en cause dans certains de ses discours ce qu'il avait avancé assez courageusement dans le premier, et qui va être un mandat beaucoup plus technique et concret dans lequel il va aborder la réforme de l'instruction publique, réformer l'université en instituant une école de médecine et une école de droit. Il va aussi faire certaines réformes dans le secondaire, dans le primaire. L'enseignement primaire est dispensé à travers l'Indochine. Quand on discute sur la réforme, il y a des idées qui soutiennent la structure d'enseignement français. L'enseignement prodigué par les Français pendant la période coloniale, c'est un enseignement mais très bien. Il va enclencher sa grande réforme du Code de la législation du travail. Qui réglemente le recrutement et les conditions d'existence des travailleurs migrants. De réglementer et de s'occuper des conditions dans lesquelles les coulis, les ouvriers agricoles sont surexploités dans les concessions. Alexandre Varenne va mettre sur pied tout un système de défense de l'Indochine, notamment par l'apport de chars, d'avions, et aussi de troupes qui vont être envoyées d'Algérie, de légions étrangères et de troupes coloniales qui vont être envoyées en Indochine, et également va être envisagée la création d'une armée indochinoise. Au mois de novembre 1927, Alexandre Varenne quitte l'Indochine
Et en fin de compte, c'est un homme quand même touché affectivement par tout ce qui s'est passé, par toutes les campagnes. C'est-à-dire qu'Alexandre Varenne a été concrètement traîné dans la boue pendant 2 ans par des attaques particulièrement sordides. Trafiquant d'opium, voleur, il attribue des concessions à ses amis, c'est un irresponsable au niveau politique. Donc Alexandre Varenne quand même va arriver en France meurtri. En février 1928, la commission Richard conclura à l'innocence totale de Varenne. Cela prouve bien que toutes les attaques contre Varenne étaient des attaques uniquement parce qu'il était gouverneur général. Il a en effet accompli une œuvre exceptionnelle. C'est le gouverneur général qui a réalisé le plus de réformes en si peu de temps. Et en fin de compte, c'est que toutes les réformes qu'il a faites et toutes les attaques qu'il a subies pour avoir eu le courage de faire ces réformes vont pratiquement pas pouvoir éviter l'émergence du processus révolutionnaire. Nous voulons tous l'indépendance de notre pays. Le mot Vietnam, c'est l'ancien nom de notre pays. Et on peut à juste titre penser que la période Varenne en Indochine constitue le crépuscule du projet colonial indochinois. Lorsque Alexandre Varenne revient donc en métropole en novembre 1927, il est encore gouverneur général. Et en janvier 1928, Poincaré lui demande de renouveler son mandat de gouverneur général. C'est une période très très difficile, janvier 1928, pour Alexandre Varenne. Il est pris complètement par la commission d'enquête Richard et en même temps les auditions à la Chambre de la commission des colonies. Donc Alexandre Varenne va refuser d'être renouvelé comme gouverneur général de l'Indochine pour se consacrer à sa réélection en 1928 dans son mandat de député du Puy-de-Dôme. Il apparaît, si vous voulez, comme un homme relativement isolé, considéré désormais comme une forme d'indépendant. Il a perdu tout poids politique au sein de la tendance socialiste. Même exclu du parti, Varenne est réélu député en 1928. Après son succès aux législatives, Varenne veut renforcer son implantation dans le Puy-de-Dôme. Il lui faut une assise locale, ce sera Saint-Éloi-les-Mines, dont Varenne est rapidement élu maire, avec Maurice Viple pour premier adjoint. Mais la situation nationale et internationale est préoccupante. Varenne s'y prépare, en nommant pour gérer le journal La Montagne un homme en qui il a toute confiance, Francisque Fabre, car il s'agit désormais de s'opposer au journal Le Moniteur, propriété de Pierre Laval. Peu à peu se dégage dans la SFIO une tendance qui voudrait un nouveau regard social. Cette tendance, on va les appeler les néo-socialistes. Avec la crise économique, avec l'arrivée de Hitler au pouvoir, cette fois il est arrivé en janvier 1933, il n'est pas possible aux socialistes de ne pas accepter de participer à un gouvernement bourgeois pour sauver l'essentiel, c'est-à-dire les principes fondamentaux de la République qui sont préalables en quelque sorte à ceux du socialisme. Jamais les Français n'ont été plus fiers de leur empire qu'en 1931. Je déclare ouverte l'exposition internationale coloniale de 1931. Noble entreprise d'union et de paix entre les nations. Et j'adresse aux puissances étrangères et aux peuples qui y sont représentés le salut très amical de la France. L'exposition coloniale est, pour beaucoup, l'occasion de découvrir la présence de la France outre-mer. En dépit des revendications nationalistes qui s'expriment çà et là, des troubles qui éclatent en Indochine, on ne conçoit guère la nécessité d'une politique nouvelle à l'égard des populations autochtones. Le 26 avril et le 3 mai 1936, les Français votent. Les modérés et la droite perdent 3% des suffrages qu'ils avaient obtenus en 1932. Ce léger déplacement des voix, joint à la discipline dont font preuve les candidats de gauche, assure la victoire du Front populaire. C'est au moment
moment où ce rassemblement des gauches se réalise, au moment où cette gauche accède aux affaires de l'État, que Varenne est battu et qu'il ne lui reste plus que son journal pour ce qui le fera loyalement soutenir le Front populaire. Est appelé par M. Albert Lebrun, qui le charge de former le nouveau ministère. Varenne ressent avec douleur son échec politique, mais il garde le cap. Le réconfort vient d'Extrême-Orient. Les colons du Tonkin le désignent comme le représentant au Conseil supérieur de l'Indochine. Avant son départ pour l'Asie, Varenne déclare « L'expérience que le gouvernement de Front populaire va tenter sera l'une des plus difficiles. Il faut pourtant qu'elle réussisse. » À son retour en 1938, Varenne retrouve une France changée. Le Front populaire a partiellement échoué. Le patronat conteste les acquis des salariés. Les tensions avec l'Allemagne se font ressentir sur la vie quotidienne. Le 3 septembre, la guerre est déclarée. Comme en 1914, Varenne écrit « À bas la guerre ». La France ne veut pas, ne doit pas périr. Sauvons la paix, mais soyons prêts à sauver la patrie. Varenne n'est plus parlementaire, mais il demeure journaliste. 10 jours avant l'appel que De Gaulle a lancé de Londres, le fameux appel du 18 juin, Varenne, dans un éditorial, a employé le mot de résistance. C'est vous dire l'aspect visionnaire déjà de cet homme et sa qualité de journaliste. Dès juillet 40, les éditoriaux et les articles de La Montagne sont censurés. Alexandre Varenne s'engage dans le combat de résistance, laissant à Francisque Fabre le soin de gérer le journal. Le maréchal Pétain s'installe au pouvoir et demande l'armistice. Parmi ceux qui refusent, Pierre Mendès France, Jean Zay, Édouard Daladier et Georges Mandel. Ils seront arrêtés et jugés plus tard à Clermont-Ferrand. En 1941, Jean Zay et Pierre Mendès France sont jugés pour désertion au premier procès politique qui s'ouvre à Clermont-Ferrand. L'avocat Alexandre Varenne y critique violemment le régime de Pétain. À travers cette mission de défense de Jean Zay, il défendait un juif qui était frappé injustement, qui était vilipendé par le régime de Vichy. Il pouvait donc critiquer Vichy, il pouvait critiquer le fascisme. C'est un homme de courage. Alexandre Varenne est destitué de son mandat de maire de Saint-Éloi et de conseiller général. Pour Vichy, le journal La Montagne est devenu un foyer de résistance qu'il faut à tout prix détruire. La censure de Vichy se faisait sentir quotidiennement. D'ailleurs, nous la recherchions. Il fallait que le journal paraisse avec des blancs. Il fallait le faire. Alexandre Varenne est très soucieux. Sa femme est gravement malade. Il fait de fréquents allers-retours entre Bellerive, Vichy et Clermont. Mais dans le même temps, il faut continuer le combat. La Montagne s'organise pour soutenir la résistance. Varenne et Fabre aident, embauchent, procurent de faux papiers à des juifs et des résistants. Varenne couvrait et coiffait tout cela avec une sérénité intrépide, une sagesse avertie. Il y avait en lui une dignité aisée et familière, un courage sans forfanterie, souvent dissimulé, sous un trait d'esprit, un homme fort spirituel. Après avoir ferraillé pendant 3 ans contre la censure de Vichy et la censure allemande, Varenne décide de se saborder le 27 août 1943. Pierre Laval a convoqué Alexandre Varenne. Il a dit « Pourquoi tu me sabordes ton journal ?» Alors Varenne lui a expliqué, mais enfin il ne pouvait pas s'entendre. La conversation serait terminée comme ça. Varenne aurait dit à Laval « Moi, mon journal, on paraîtra et toi, tu seras pendu. » La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Le journal reparaît le 15 septembre 1944. Le secrétaire d'État Gaston Defferre déclare « En ce qui concerne La Montagne, il n'y a jamais eu de doute. Tout le monde sait que ce journal est patriote. » Alexandre Varenne retrouve son mandat de maire et de conseiller général. La vie politique reprend. Alexandre Varenne n'était pas socialiste. Il appartenait, à cette époque, en décembre 1945, à un petit parti de centre-gauche qu'on appelait l'UDSR, c'est-à-dire l'Union démocratique et socialiste de la résistance. Alexandre Varenne parvient au sommet de sa carrière politique dans la jeune 4e République. Il sera ministre d'État pendant quelques mois. Consulté entre autres M. Francisque Guay du MRP, de même que M. Maurice Schumann, M. Alexandre Varenne de l'UDSR qui entrera à titre personnel dans le cabinet. Et c'est une formation tripartite, assez semblable à la précédente,
qui va affronter les grandes tâches sociales et politiques. Alexandre Varenne était une caution morale. Il connaissait l'Indochine, il avait vécu en Indochine. Il avait pensé que l'Indochine un jour serait indépendante et qu'il fallait la préparer à l'indépendance. Il avait été un homme d'audace. Monsieur Alexandre Varenne, membre de l'Assemblée nationale constituante, ancien gouverneur général de l'Indochine. J'ai la conviction que la direction prise par la Grande-Bretagne est celle que nous devons adopter à notre tour. À vrai dire, ces idées pour nous ne sont pas nouvelles. Si il y a 20 ans, j'ai pu passer pour un audacieux précurseur, j'aurais presque l'impression cette fois que je suis en retard. Car pour ce qui concerne les arrangements en cours entre la France et le Vietnam, je veux attendre pour les juger la solution qui ne saurait d'ailleurs tarder, puisqu'on annonce la prochaine visite à Paris du chef du gouvernement du Vietnam. Varenne a dû donner des conseils. La première fois où il est à l'Indochine et où il avait attiré l'attention sur les dangers de maintenir une politique coloniale en Indochine, de même n'a-t-il pas été suivi quand il a conseillé au gouvernement Georges Bidault d'accepter les négociations avec Ho Chi Minh. Échec total de la conférence de Fontainebleau. Les deux parties en présence ne parviennent pas à se mettre d'accord. Les incidents avec les troupes du Viet Minh se multiplient. Hanoï s'enflamme, la 4e République naît avec sa première guerre coloniale. Les événements qui se déroulent en Indochine ont soulevé une émotion profonde en France et dans l'Empire. Celui qui vous parle en ce moment, avec une émotion d'autant plus intense qu'il peut croire que sa voix bien connue est entendue là-bas, dans le beau pays où il eut l'honneur de parler et d'agir au nom de la France, n'a jamais cru pour sa part que l'Indochine, transformée par notre génie national après tant de créations heureuses, pouvait être perdue pour toujours. Il affirme sa conviction que la métropole saura par de nouveaux bienfaits, par une politique libérale de large coopération, inspirée de ses propres traditions et en accord avec les meilleurs d'entre nos associés indo-chinois, renforcer les liens qui unissent leur pays et le nôtre pour leur bien commun et le progrès général. Varenne est un homme enclin aux bonnes intentions à l'égard du peuple vietnamien. C'est un homme généreux et on lui doit beaucoup à l'Indochine. Et son nom n'est pas oublié. Avec sa grande barbe, c'était quelqu'un de très impressionnant et d'un peu souriant, très sympathique. Il y avait en lui une dignité aisée et familière, souvent dissimulée sous un trait d'esprit, un homme fort spirituel. Je me rappelle du sourire de Varenne quand on l'a rencontré. Et il nous a reçus d'une façon très sympathique, avec son œil très vif. Quelqu'un qui ne transige pas son grand respect des hommes. Il place toujours son action au niveau de la responsabilité qu'il attend de ceux qui sont chargés, comme dit-il à l'époque, de faire l'éducation des masses. Je crois qu'Alexandre Varenne, tout au long de l'évolution de sa vie, s'est senti devenir plus pragmatique, plus proche des réalités quotidiennes des hommes, de leur vie, pour aboutir à rendre service pour le bien public. C'était un homme de raison, de passion, qui est un avocat de talent et qui justifie, par son éloquence, ses engagements politiques. Il a mené parallèlement toutes ses activités d'homme de droit, de journaliste, d'homme politique, sans qu'il y ait pour lui de préférence à donner. C'est un personnage unique.